La Passion de Yang Kuei-fei, favorite impériale, d'après les anciens textes des dynasties chinoises, par G. Soulier de Morand. Chapitre 24. Arrêtée sur les sables, la haute jonque repose jusqu'au jour. La lune miroite sur le bouillonnement des rapides. Sous le vent qui se lève, les lanternes vacillent, le fleuve gémit, et bientôt les longs filaments de la pluie se suspendent au ciel nocturne. À l'aube, quand les gongs retentissent, les nuages sont encore ruisselants. Sur le rivage, la végétation luxuriante s'épanouit au sommet des falaises de roches. D'un aviron mou, nous nous éloignons, environnés de mouettes légères. Et moi, j'étouffe de chagrin, car, de toi, je n'ai plus que ton nom sacré. Tofu. Le lendemain, le cortège impérial quittait silencieusement Maoué.
et poursuivait sa route vers la province des Quatre Vallées. À la ville suivante, on put trouver des approvisionnements et le voyage s'organisa tantôt par terre, tantôt en descendant les fleuves par-delà les rapides, les gorges et les défilés. Un soir, la cour s'arrêta au bord de la route, dans une maison de poste solitaire, entre la rivière et la forêt. Un enclos contenait quelques poules, un porc et des lapins. La maison était petite, mais l'escorte s'était peu à peu fondue le long du chemin. Il n'y avait plus qu'une centaine d'hommes qui marchaient, sombres et sans un mot. Ce jour-là, le ciel était resté chargé de nuages noirs et bas. De la forêt venaient les cris mélancoliques des singes. Un engoulevent gémissait lugubrement. Quelques gouttes d'une pluie glacée fouettaient le visage des voyageurs quand ils arrivèrent à l'étape. Un chien hurlait. Le grondement des eaux torrentueuses résonnait comme la voix même de l'hiver menaçant. Le chant aigu et prolongé d'un pêcheur s'élevait depuis la rivière. Ô montagne, vallée, que vous êtes donc vaste. Et toi, tempête, vers quel pays souffles-tu la pluie? Tu siffles et tu gémis à nous déchirer le cœur. Le souverain, assis mélancoliquement dans la chambre haute, écoutait la voix lointaine et murmurait. Comme il est triste, ce chant de pêcheur, comme il accompagne bien la désolation de mon cœur. Chaque son résonne comme un sanglot qui vient gonfler le fleuve de mon chagrin. L'orchestre de l'automne chante déjà dans les feuillages qui meurent. Mon âme solitaire se glace lentement de désespoir. Ô mon épouse, comme tu dois souffrir dans le froid de la tombe. Ô 10 000 années, dit le fidèle Kaoliche, ne laissez pas votre cœur succomber sous le poids de vos regrets. Voici que les flambeaux sont allumés. On apporte des liqueurs chaudes. Voilà votre couche préparée. La route sera longue demain. Prenez des forces. Pendant le repas, le souverain agit sans voir ce qu'il fait. Il semble que son corps soit seul présent. Inconsciemment, il trempe son doigt dans la liqueur et trace sur la table le sujet de ses méditations. Mes pensées se tournent sans cesse vers toi, ô gracieuse épouse. Sans cesse, je te vois dans le secret de la pourpre. Douée de grâce divine, ta beauté n'avait besoin d'aucun phare. Ton teint clair était plus délicat que la gelée blanche ou la soie. Tu avançais, et le flot de ta séduction submergeait mon cœur tout entier. Il s'étend enfin, mais il écoute comme s'il attendait quelques visiteurs. Personne ne se présente. Il s'endort enfin d'un sommeil agité. Assis dans un fauteuil, l'eunuque veille longtemps sur son maître avec une sollicitude attristée. Il s'endort à son tour. Les chandelles grésillent et crépitent. Les plaintes de la nuit passent dans le silence de la chambre obscure. L'âme douloureuse du Fils du ciel lutte. Elle parvint enfin à se détacher de son corps et retourne, avec la rapidité de la pensée, jusqu'au temple de Mahoé. Il aperçoit au loin l'âme errante de son ami, mais ne peut s'approcher d'elle ni parler. Tremblant, il écoute la voix aimée qui se plaint. Ô tristesse de ne plus voir le soleil, et d'être séparé de ceux que l'on aime. Mon amour, où es-tu? Je t'ai cherché toutes les nuits sans te voir, pendant 10 000 et 10 000 vies. Mon âme, légère comme une feuille, ne sait où te retrouver. Dans l'obscurité de la nuit, une autre ombre s'approche. C'est la princesse de Kuo. Bracelet de jade lui dit. M'as-tu donc suivi sous la terre jusqu'à la cité des morts violentes, ô tendre sœur? Triste cité, trop peuplée, car, t'y cherchant sans cesse, je ne t'avais pas encore rencontré. Et là-bas, vois, reprend l'impératrice. Ne vois-je pas notre frère? Et voici notre belle-sœur et nos 2 sœurs. Réunis dans la vie et par la mort, serons-nous donc ensemble au pays des ombres? Mais quels sont ces monstres? 2 Yetchas, aux têtes de taureau, séides du roi des enfers, poursuivaient Yang Kuo-chong de leurs longues fourches, criant. Où vas-tu, Yang, brigand sans scrupules? Depuis quand ose-t-on me parler ainsi? Demande hautainement le ministre.
Tu oublies les crimes de ta vie, les désespoirs et les morts que ta cupidité a causés. Ricanent les Yetchas. Allons, allons, viens sans tarder. Ta sentence a été rendue hier par notre roi, Yen Lao. Tu monteras sans cesse sur une montagne semée de tranchants de sabre, au milieu de buissons touffus dont chaque épine sera une épée. Et, l'enchaînant, ils l'entraînent en le piquant de leurs fourches. Bracelet de Jade pousse un cri de terreur. Ah, ce n'est qu'un rêve, n'est-ce pas? Un rêve. Je vais me réveiller dans mon palais. Si mon frère est ainsi puni, quel ne sera pas mon châtiment? Mais un vieillard au regard paisible survient, entouré d'un halo de lumière. L'âme du souverain reconnaît le génie du lieu, le Trouti, bienveillant, qui gouverne la vie immatérielle de la région. Il s'avance vers Bracelet de Jade et la salue. Ne craignez aucun châtiment. Au contraire, votre amour est si profond et si sincère. Votre dévouement à l'empereur et le sacrifice de votre mort ont touché les maîtres du ciel. Il a décidé de faire de vous une fée dans l'île des génies, au mont Pranglai. Vous vous appellerez désormais la princesse sincérité suprême, Traichen Kaochu, et vous jouirez de la paix éternelle. Au geste de sa main, la terre s'entr'ouvre et le corps apparaît dans la clarté bleuâtre. L'âme et le corps se rejoignent et se fondent. Alors, la fée sort de sa manche les épingles et la boîte de parfum et les enveloppe de son mouchoir, les place dans le sol qui se referme et dit « Ainsi je quitte la terre, mais je veux du moins y laisser les gages de mon amour. » Le Trouti la regarde en souriant. Le souvenir émouvant de votre amour ne périra jamais, tant qu'il restera sur terre un homme et une femme. Mais déjà, s'élevant légèrement, elle a disparu dans la vapeur lumineuse de la Voie lactée. Avec un déchirement brusque, le Fils du ciel se réveille et pousse un grand cri. Dans la chambre obscure, les mèches grésillantes des flambeaux crépitent encore. Chapitre 25. Depuis les frontières du Nord, la route est longue, longue. Déjà, cependant, au sud de la ville règne la violence âpre des combats. Bannières et pénons flottent comme des ailes d'oiseaux. Casques et cuirasses brillent comme des écailles de poissons. Les eaux sont glacées. Le froid blesse les chevaux. Un vent déchirant traverse et suffoque les hommes. Et moi, dans mon cœur, j'admire, au clair soleil, la poussière qui s'envole, opaque et jaune, sur des milliers de lieues. Yang Xiong. La princesse impériale ayant quitté son père s'était dirigée en toute hâte avec sa petite troupe vers les frontières du nord-ouest. Le Fils du ciel, dans sa sagesse, avait détaché auprès de son fils les bataillons de la garde formés des princes de tous les peuples de l'ouest. L'allégresse de ces barbares fut sans bornes. Se battre, piller et s'assurer par là de grandes récompenses, quel est l'homme qui ne s'en réjouit pas jusqu'au jour où la raison domine en lui ses instincts de destruction? Tous les jeunes princes se hâtèrent donc vers les peuples, sûrs de recevoir un bon accueil. Vers la puissante nation des Ouïghours, qui occupait la région des monts célestes, un neveu de l'empereur, Cheng Tsrai, prince des Tunhuang, se rendit lui-même et obtint que leur khan, Koulo Che, vient lui-même avec toute son armée. Le roi de Khotan, Cheng, vint aussi en personne. Le calife Abu Jafar el-Mansour envoya une armée. 2 ans après, les troupes atteignaient le chiffre de 150 000 hommes. Alors, le prince impérial, suivant le conseil de son père, voulut se donner plus d'autorité sur ses auxiliaires et prit le titre d'empereur, étant connu plus tard sous le nom de Su Tsang. Il conféra le titre d'empereur suprême Changruoti à son père. Le nouveau prince impérial, son fils, était commandant en chef avec Kwao Tsei, le général que Li Pao avait sauvé de la mort. L'armée s'ébranla, se dirigeant à marche forcée vers la capitale. Étant composée principalement de cavaliers, elle atteignit rapidement la rivière Oué.
Des partis de fourrageurs purent s'emparer de larges sampans dont on forma un pont de bateaux, sans que les troupes de Ngan, harcelées de tous côtés, pussent en rien s'y opposer. Alors, Kwao Tseyi choisit 4000 cavaliers ouïghours, l'élite de ses auxiliaires, et partit comme un ouragan vers le palais. Les gardes des portes n'osèrent résister. Le palais fut envahi. Ngan Luchan avait été tué dans la nuit par un de ses officiers. Le fils de Ngan apprit en même temps la mort de son père et l'arrivée de ses ennemis. Dans son désarroi, il put pourtant s'enfuir par une poterne et disparut. Les troupes des rebelles, campées dans la capitale, furent désemparées par le double désastre. Leurs généraux, craignant l'hostilité des habitants, les rangèrent au sud de la ville, dans la plaine. Le soleil était déjà haut quand les vainqueurs débouchant du nord-ouest engagèrent le combat. Tous les habitants de Chrangan étaient sur les remparts, anxieux de connaître le maître que leur destin leur donnerait, certains en tout cas d'être pillés. 100 000 rebelles luttaient contre les impérialistes, à peine au nombre de 50 000, et fatigués de leur marche nocturne. Li Seiye, qui commandait les fidèles, les jeta sur l'ennemi désespéré. Emportés par leur propre élan, ils renversèrent tout ce qu'ils trouvèrent devant eux. Mais les rebelles, confiants dans leur nombre, les entourèrent et les auraient peut-être écrasés si, à ce moment, un corps ouïghour, sous les ordres du Yeru, fils de leur khan, n'était survenu par l'est de la ville, ayant franchi le fleuve un peu plus bas. Attaqués dans le dos, les rebelles se débandèrent, et leur désordre se changea bientôt en déroute. Le massacre dura jusqu'à 5 heures du soir. 60 000 têtes furent coupées et amoncelées en pyramides devant les murailles. Or, le nouvel empereur, pour s'assurer l'aide des barbares, leur avait promis de partager Chrangan avec eux, gardant les hommes et les terres, tandis que les étrangers auraient les femmes et les biens. Les Ouïghours allaient donc entrer dans la ville pour piller, quand le prince impérial se jeta à genoux devant leur khan en disant « Si vous ravagez la capitale, les habitants des autres villes se joindront aux rebelles et résisteront en désespérés. Attendez donc d'avoir conquis le centre de l'Empire. Au retour, nous vous ouvrirons les portes. » Le khan, ému, donna l'ordre à tous les contingents de poursuivre vers l'est sans s'arrêter, et les troupes victorieuses s'éloignèrent. La joie des habitants fut sans borne de voir partir ceux qui venaient les délivrer. Leurs clameurs furent telles que la voûte du ciel en fut tout ébranlée. Su Tsong s'installa au palais et déterra une partie des trésors que lui-même avait cachés. Le cadavre de Ngan Luchan fut trouvé dans le pavillon où le meurtre avait été commis. Afin que personne ne doutât de la mort du rebelle, on le fit jeter sur la place du marché. L'énorme cadavre, à demi nu dans son costume de nuit, fut aussitôt entouré d'une foule curieuse. Du sang, mêlé de graisse, coulait de ses blessures. Quand le soir tomba, un plaisant mit une mèche dans l'ouverture béante de la poitrine et l'alluma. Et, comme tout le monde s'émerveillait et riait de voir brûler cette lampe étrange, d'autres plaisants prirent leurs couteaux et firent d'autres ouvertures dans le ventre. Il y eut bientôt 8 petites flammes fumeuses alimentées par la couche épaisse de graisse de l'usurpateur. L'histoire affirme qu'elles brûlèrent 5 jours sans s'éteindre. Quant aux fonctionnaires qui avaient accepté lâchement de servir les rebelles, on les fit exposer, liés à des poteaux, sur la place publique, livrés aux insultes de la populace jusqu'à ce que la faim les fît mourir. Des courriers, expédiés vers le pays des 4 vallées, rencontrèrent l'empereur suprême qui s'avançait à la tête d'une armée. Su Tsong alla le recevoir aux portes de la capitale, vêtu seulement de sa robe de prince, voulant ainsi marquer qu'il rendait le trône à son père. Mais l'empereur suprême, enlevant sa propre robe au dragon cabré, la jeta sur les épaules de Su Tsong en disant « Laisse-moi mourir en paix, au milieu de mes souvenirs. J'ai perdu l'Empire. Tu l'as reconquis. Sache, mon fils, le garder mieux que moi. » D'immenses acclamations saluèrent son acte public d'abdication, que Li Pao, de sa retraite lointaine, chanta dans un poème intitulé L'empereur suprême revient de la capitale méridionale.
Qui redira les difficultés du voyage du Seigneur notre roi? Les 6 chevaux dragons de son char illuminent l'Occident et des milliers d'hommes se réjouissent. Sur la terre qui se tourne, le fleuve de brocart qui arrose les 4 vallées était aussi beau que la rivière Oué. Sous le ciel, toujours en mouvement, la ville des amas de jade était aussi belle que Chrangan. Ce pays de Ruoyang, capitale du sud, dont les arbres printaniers fleurissent, avait reçu le nouveau nom de prospérité renouvelée. Les voyageurs étaient entrés dans la ville comme dans un ancien palais. Mais la couleur des saules ne l'environnait pas de verdure comme au pays de Tsrin. L'éclat des fleurs ne pouvait éclipser la roseur des jardins de Shangyang, à la capitale. Du pavillon des épées, sur la double barrière, porte nord des 4 vallées, l'empereur suprême est revenu entouré d'une suite brillante comme les nuages. Le jeune empereur, Achrangan, ouvre l'empyrée de pourpre. Et tous deux, pareils au soleil et à la lune, illuminent le ciel et la terre.